La page de financement participatif Patreon est maintenant en ligne. Si vous souhaitez soutenir le podcast et contribuer financièrement à son développement, rendez-vous sur la page patreon.com/sens de la visite. Sens de la visite, Jérémy Thomas, le podcast qui écoute. vos histoires de l'art. Il y a quelques jours, le marché de l'art faisait lui aussi sa rentrée. Et elle avait lieu à Paris pour l'ouverture de la foire d'art moderne et contemporain, Art Paris Art Fair. Installée cette année sur le Champ de Mars, dans le tout nouveau Grand Palais éphémère, avec vue imprenable sur la Tour Eiffel, la foire accueillait pour sa 23e édition près de 140 galeries d'art provenant d'une vingtaine de pays. Alors, du 9 au 12 septembre, plus de 70 000 visiteurs se sont pressés dans ces allées pour acheter ou simplement admirer les œuvres des artistes exposés. C'est un rendez-vous incontournable des professionnels du marché, galeristes, artistes et collectionneurs, mais pour celles et ceux qui n'auraient pas les moyens ou l'envie d'acheter une œuvre, eh bien c'est aussi une occasion finalement assez rare de pouvoir déambuler de galerie en galerie, qu'elles viennent par exemple de Paris, Milan, Séoul ou Bogota. Avant de pousser les portes de la foire, en prenant un peu de temps pour regarder le spectacle de tous ces métiers qui s'activent autour, les régisseurs, monteurs, transporteurs, restaurateurs, bref, on comprend qu'il faut bien 1 an d'organisation millimétrée à ces équipes pour faire vivre cet événement qui ne dure pourtant que 5 jours. À l'intérieur, des stands aux murs blancs allant de 10 à plus de 100 mètres carrés accueillent aussi bien de toutes jeunes galeries prometteuses que des grosses pointures internationales du marché qui se croisent, se retrouvent, discutent et négocient dans une effervescence fascinante à regarder. Alors je vous propose de retourner à l'audio et en immersion dans les allées de Art Paris Art Fair, au milieu des stands et des conversations de galeristes, pour comprendre la passion qui anime celles et ceux dont le métier est de vous donner envie de collectionner. On sent qu'il y a de l'énergie et de l'électricité dans ce vernissage et cette ouverture. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant que galeriste ? Exactement ça, je ressens deux choses. À la fois cette énergie dont vous parlez et cette sorte de folie un peu dynamique, une excitation comme des retrouvailles en fait, avec un monde qu'on aurait plus fréquenté de fait depuis longtemps. Sur le stand D17, la galerie Sator, installée à Paris et à Romainville, expose des artistes contemporains français et internationaux, pour la plupart émergents, rencontre avec son créateur, Vincent Sator. Et à la fois, pour être parfaitement honnête, une sorte de, peut-être moins maintenant, mais au tout début du vernissage, quelque chose de l'ordre de la timidité chez moi, qui n'était pas du tout, qui n'est pas tellement mon trait naturel, me semble-t-il, mais dans le fait de renouer avec l'exercice de la foire, après 2 ans et demi à peu près de non-foire, et d'être ce matin comme une sorte de nouveau-né débarquant dans l'exercice, et ayant un peu perdu les réflexes, les repères, qui reviennent évidemment assez vite, comme on ferait du vélo, j'imagine. Mais la foire, c'est cette sorte de concentration de l'espace et du temps, tout se joue en 3-4 jours dans un lieu très très précis, avec évidemment beaucoup de monde, de visites, d'excitation, etc. Et cette dimension quasi théâtrale, d'être quasiment sur des planches en représentation permanente, qui est extrêmement dynamique et qui fait que c'est très très excitant. Ce qui a été beaucoup le cas pour moi ce matin, on est en milieu d'après-midi je crois à peu près maintenant, mais de retrouver effectivement des collectionneurs, des artistes que je n'avais pas eu depuis très longtemps, fait des présentations ce matin qui étaient très belles, avec des réactions très, très émues de la part de visiteurs sur des pièces, notamment de Raphaël Denis. Enfin, ça c'est effectivement assez magique. Mais moi, j'ai rencontré une œuvre, on est juste à côté, c'est le hasard, mais c'est ce tableau-là. Est-ce que vous pourriez me le décrire et me dire d'où il vient et quel est l'artiste ? Alors voilà, c'est une artiste qui s'appelle Nazanin Pouyanday, qui est une artiste d'origine iranienne, qui vit à Paris maintenant depuis une vingtaine d'années. Et c'est un tableau qu'elle a peint en Corse. On voit un paysage de maquis et de montagnes en arrière-plan, avec un ciel bleu très très pur. Et au premier plan se trouve une femme, peignoir asiatique, on l'imagine en tout cas, et qui tient par ses mains 2 autres personnages, un homme et une femme. Et le tableau s'appelle l'Alliance. Et dans la partie inférieure du tableau, on découvre qu'en réalité, le tableau, on est dans une mise en abîme, que le tableau est peint par un personnage qui, à l'intérieur du tableau, peint ce tableau. On a l'impression qu'elle est devant nous en train de finir le tableau. Absolument, on a peur de la déranger. Absolument, c'est cette idée de la mise en abîme. Elle, c'est quelqu'un qui arrive d'Iran à l'âge de 18 ans à Paris. Et une des choses qui la marque plus derrière la dimension liberté, c'est qu'elle découvre l'image.
Elle quitte un pays où l'image est une image de propagande, d'affiches politiques, de propagande religieuse. Quand elle arrive en France, tout à coup, elle est noyée pratiquement sous l'image. Internet, la télévision, le cinéma, les magazines, les livres d'art, la photographie. Et elle découvre qu'en fait, on vit, nous, contrairement à ce qui était le cas pour elle jusqu'à présent, dans un monde d'images. Donc elle est fascinée par ce que l'image raconte et décide à ce moment-là de devenir artiste. Donc elle fait les Beaux-Arts de Paris et on lui propose plusieurs ateliers différents et elle dit non, moi je veux faire la peinture et créer des images. Et la peinture me permet, par la lenteur, une sorte d'univers très séduisant, fascinant, autour de l'homme, de l'être humain, de la femme, du désir, de l'envie, etc. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de travailler avec cet artiste et de l'aider ? Ah, ça, c'est une très très bonne question. Alors la question serait différente pour d'autres artistes. Pour elle, en l'occurrence, c'est un ami à moi qui est un critique d'art assez connu, qui m'en a parlé. Il y a plusieurs années, qui m'en a parlé, il m'a demandé de regarder, d'ouvrir les yeux sur son travail et éventuellement de travailler ensemble. Alors, pour ne rien vous cacher, les premières images que j'ai vues ne m'ont pas du tout plu et m'ont même rebuté. J'étais très mal à l'aise avec ce qu'elle faisait, c'était très sexué, de manière... Bref, je ne rentrais pas du tout dans son travail. J'ai quand même finalement décidé de la rencontrer et d'aller à l'atelier et voir le travail en vrai, puisque à nouveau, tout travail doit être vu en vrai. Peinture, il y a quand même cette idée de matière qu'on ne peut absolument pas retranscrire en photographie. Je prends rendez-vous et il y a eu une rencontre forte humainement, tout d'abord, avec elle. Et son travail, en le voyant en vrai, commençait à m'intriguer. Je me disais quand même, effectivement, il y a quelque chose, il y a un univers, il y a une singularité, ce qui moi m'intéresse, quelque chose que je défends, un engagement de l'artiste. Et à la fois, est-ce que c'est vraiment mon univers? Je ne pense pas. Mais après tout, mon travail, c'est aussi de sortir de ma zone de confort et d'aller chercher, défendre, soutenir des artistes qui méritent de l'être par leur engagement. Et dans un discours de confiance, je disais à mes collectionneurs, accrochez-vous en quelque sorte, apprenez à lire. Et c'est ce qu'elle demande. Apprenez à lire ces images, apprenez à les regarder, apprenez à voir, rouvrez les yeux vers ce qu'elle fait, rentrez dans l'univers qu'elle défend. Simplement cette chose-là, qui est passionnante pour moi, mais qui est de passer de l'œuvre à d'autres, la transmettre en quelque sorte. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la fin de la foire ? Que cette énergie demeure, c'est comme une foire qui dure 4 jours jusqu'à dimanche, donc ce plaisir de se retrouver, de retrouver l'art, de retrouver les artistes et de continuer tous ensemble, collectionneurs, galeristes et autres, à les défendre. Là, c'est un endroit un peu cabinet de curiosité dans lequel j'ai mis les petits formats et j'ai décidé de présenter cette série sur les paysages effacés. Sur le stand de la galerie Scène Ouverte, devant sa dernière série de peintures, l'artiste Olivier Mamonteil. Qui sont les tout derniers. Et les paysages effacés, c'est une série qui me suit depuis l'origine. En fait, ça fait près de 20 ans que j'ai cette série qui m'accompagne. Et comme souvent dans mon travail, je travaille plusieurs séries simultanément. Elles me suivent depuis l'origine. Donc là, c'est énormément lié à mes voyages, à mes souvenirs. Et c'est d'une certaine manière comment le souvenir est altéré par l'image, par le recouvrement. Est-ce que vous pourriez me décrire cette série de 3 tableaux ? Alors ces 3 tableaux sont des tableaux qui s'inspirent à l'origine des cartes postales anciennes. Donc ce sont des couleurs qui sont sépia, plutôt terre de Cassel. Et la première étape, c'est de préparer ce fond, presque ivoire, que je prépare avec un blanc, avec des ocres, des jaunes. Et quand je rentre de voyage, la première chose que je fais, c'est que je représente les paysages de mes voyages. En l'occurrence, ce qu'on a devant, ce sont un souvenir de voyage à Madagascar. Donc on va deviner des palmiers, deviner des rizières, deviner des bananiers, beaucoup de ciel aussi. Et une fois que j'ai préparé cette première couche, je laisse le tableau se reposer dans l'atelier et même j'essaye de l'oublier un peu. Et quand le souvenir de ce voyage refait surface, quand une forme de nostalgie ou de mélancolie revient sur des lumières de ce voyage, à ce moment-là, je vais rechercher ces tableaux. Et là, je réinterviens dessus, mais avec des taches de couleurs qui vont m'évoquer un parfum, une odeur, une sensation, une couleur. Et cette fois-ci, c'est un travail beaucoup plus sensoriel. Généralement, je peins avec mes mains, je peins avec des grandes brosses, j'efface, je reprends, d'où le nom paysage effacé. Et la petite particularité qu'il y a sur cette nouvelle série, c'est que j'ai utilisé la sérigraphie et un motif de dentelle qui vient en surimpression, un peu comme un voile. Et il se trouve que
après ce voyage à Madagascar, après cette première couche, après la sérigraphie, je refais un nouveau voyage en Nouvelle-Zélande. Et là, j'ai voulu peindre les Kaikatea, qui sont ces grands arbres qu'on trouve en Nouvelle-Zélande, qui sont des arbres forêts, parce qu'ils sont tellement vieux que d'autres arbres ont poussé dessus. Et pour moi, ça incarne la peinture, puisque mon sujet unique depuis l'origine, c'est la peinture. Et la meilleure définition que j'ai trouvée de la peinture, c'est recouvrir pour dévoiler. Donc voilà, je recouvre la toile pour dévoiler mon sujet. Est-ce que vous avez, vous, un souvenir qui vous revient quand on regarde ces 3 tableaux-là ? Ah oui, il y en a même plusieurs. J'ai eu la chance de faire un très long périple à Madagascar et de suivre la nationale 9 ou 7, je ne sais plus. C'est un pays qui, moi, m'a beaucoup marqué, avec différentes cultures. Il y a plus de 18 ethnies qui cohabitent sur cette île. Évidemment, il y a le souvenir de la Nouvelle-Zélande, qui est un pays que j'aime énormément, où je vais normalement tous les ans pour aller pêcher à la mouche. Et j'aime bien avoir toujours une petite empreinte de la Nouvelle-Zélande dans les tableaux. Qu'est-ce que vous aimez dans la pêche ? La correspondance que je fais entre la pêche et la peinture, c'est que le peintre comme le pêcheur sont des amoureux de surface ambiguë. La surface de la toile pour le peintre, la surface de l'eau pour le pêcheur. Et moi, ce que j'aime dans la pêche, c'est aussi cette notion de quête. C'est-à-dire qu'on va à la rencontre d'une rivière. Cette rivière, il faut la comprendre, il faut la connaître avec les outils du pêcheur, qui sont la canne, les mouches, son hameçon. Et on essaye de percer un mystère. Et avec la peinture, c'est un peu pareil. On a ses pinceaux, sa couleur et sa toile. Et on va essayer de percer le mystère de la peinture. Et donc j'aime bien avoir ces deux pratiques qui pour moi se nourrissent assez bien. Pour finir, aujourd'hui, on est dans une ambiance totalement différente qu'une série de pêche en Nouvelle-Zélande. Là, on est à Paris, au Grand Palais éphémère, vernissage d'une foire très attendue. Comment vous vous sentez ? C'est très étrange, j'en ai parlé avec déjà 2-3 personnes que j'ai croisées, des collectionneurs, des amis, qui me disent oui, on resocialise un peu, on se trouve tous assez maladroits parce qu'on ne sait plus s'il faut se serrer la main, se faire un check du poing, garder les masques, enlever les masques, on a du mal à se reconnaître aussi parce qu'il y en a qui ont vieilli, grandi, grossi, et donc c'est assez étrange, il y a une sorte de maladresse post-Covid, j'ai l'impression, une joie de resocialiser, mais en même temps on sent que ça va se faire avec le temps. Et j'ai la sensation quand même que le monde qu'on est en train de retrouver n'est pas tout à fait le même que celui d'avant et des choses ont changé dans les rapports. Alors j'espère que ce sera pour un mieux, mais bon, on verra bien, ça sera l'avenir qui nous dira. Stand C9, dans l'allée centrale, rencontre avec une figure incontournable du marché de l'art contemporain depuis plus de 50 ans, Monsieur Yvon Lambert. Il a acheté sa toute première œuvre d'art à 14 ans et ouvert sa première galerie en 1966. Qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui ? Alors, je commence par présenter une pièce qui est à l'initiative de Nathalie Dupasquier, qui a fait cet espace. Là, vous voyez mon nom, c'est elle qui a décidé de le mettre de cette façon. À l'intérieur de cette cabine, elle appelle ces installations comme cela, il y a des toiles de Nathalie Dupasquier, des toiles récentes qu'elle a faites spécialement pour cette foire. Je vois qu'il y a des dessins de Abdel Abdessemed aussi qui sont magnifiques, d'oiseaux, là, de petits moineaux. Oui, bon, Abdel Abdessemed, j'ai travaillé avec lui, on fait de temps en temps des choses. Là, il y a ces quelques dessins qui sont très très beaux, vraiment. Voilà, je suis très content de les montrer, avec aussi la pièce de David Horvitz, Jean-Charles Blé, tous les artistes qui ont été montrés cette année à la galerie. Et voilà. Quand on a fait autant de choses que vous, quel est le plaisir qu'on prend à venir malgré tout un mercredi matin pour un vernissage de foire ? Le plaisir, mais c'est le plaisir de voir des gens comme vous qui arrivez impromptu en me disant « est-ce qu'on peut parler 5 minutes ?» De voir des gens que je n'ai pas vus, certains depuis 2 ans. C'est une occasion, une opportunité de croiser des gens qui viennent de partout. Et une foire, c'est un vrai lieu d'échange, de rencontre et de travail. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter alors pour les 4 prochains jours ? Les 4 prochains jours, que ça continue comme ça a été les premières heures. Rencontrer des gens, faire des découvertes et de vendre des œuvres d'artistes qu'on aime dans des bons endroits, en sachant qu'elles iront, on l'espère, dans les meilleures des mains. Je vous remercie. Lucas. Alors moi je suis assistant à la galerie Suzanne Tarassieff depuis 1 an maintenant. Et voilà, on assiste Suzanne dans son métier de galeriste, dans sa passion. Sur le stand C8, avec l'incomparable Suzanne Tarassieff et sa passion contagieuse pour l'art et les artistes qu'elle expose. Donc c'est beaucoup de relationnel, il y a aussi de la manutention, de la communication également. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé dans cette galerie ?
Je voulais travailler en fait dans le marché de l'art contemporain et je suis un grand passionné de peinture. Donc je suis tombé sur Suzanne Tarasiev et du coup c'était voilà, la rencontre pour la peinture et avec Suzanne ça a très vite fonctionné. Voilà, Suzanne Tarasiev, justement, En personne. en personne. En chair et en os. Plus en os qu'en chair d'ailleurs, en ce moment. Eh ben, qu'est-ce que ça vous fait, là, aujourd'hui On est ravis. Moi, je vais vous dire, quand je suis rentrée dans le grand palais éphémère nouveau, qui est très beau, j'ai été très contente parce que j'ai vu qu'il y avait plein de monde. Et je me suis dit, tout va bien. En fin de compte, l'art, ce qui est formidable, c'est que ça rassemble tellement de gens. C'est quelque chose d'universel. Et ça, c'est ce qui fait plaisir. L'art, c'est la vie. L'art, c'est l'amour. L'art, c'est les échanges. Donc rien ne peut l'empêcher. Même pendant la guerre, il paraît que les gens vendaient. Et je crois que dans n'importe quelle situation, l'art a toujours existé. Il triomphe. Ça permet des échanges. Même si on ne se connaît pas, on échange sur l'art, on se connaît. Enfin, on commence à se connaître. Et ça, c'est une porte ouverte sur les échanges. Je crois que c'est essentiel. Dans cette humanité très dure, agressive, il faut des choses plus douces. Et l'art exprime la violence, la douceur, tous les sentiments. L'art, c'est le symbole de l'humain. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça a commencé. Dès qu'il y a eu un humain sur la Terre, il a commencé à laisser ses traces. Les grottes rupestres. Voilà, c'est ça qui est génial. Ça nous rassemble tous. Est-ce que vous pouvez me parler d'un artiste, là, sur votre stand? Je ne vais pas vous parler d'un artiste sur mon stand parce que je les défends tous. Je n'ai pas envie de dire un mot plus sur... J'ai pas fait vraiment un choix. J'ai essayé de faire participer le maximum d'artistes. J'ai pris le parti cette année de faire un groupe show. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu galeriste d'art? Ah ben non, moi ça fait très longtemps. Moi, à 11 ans déjà, je m'intéresse à l'art. On m'a offert 3 petits bouquins, Munch, Jérôme Bosch et Kirchner, j'avais 11 ans. Et ça a été le début. Ça a été le virus qu'on m'a mis. Je suis autodidacte et c'est quelque chose qui est dans mes gènes. C'est ça, c'est ma vie. Je crois que je ne pourrais rien faire d'autre. On sent une atmosphère familiale sur votre stand. Oui, parce que ça fait plaisir ce que vous disiez ça. Parce qu'en fin de compte, il faut désacraliser l'art. Il faut que ce soit accessible pour tout le monde. Et en fin de compte, ce que je veux, c'est que la porte soit ouverte. Il faut que les gens puissent s'intéresser tous. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour les 4 ou 5 prochains jours là, de la foire? D'abord, vous savez, je ne suis pas toute seule sur mon stand. J'ai Julien qui est très important pour moi et Lucas qui commence. Et voilà, et mes autres sont à la galerie. Mais il faut nous souhaiter qu'il y ait beaucoup de monde, que ça marche, ça va marcher. Tout le monde va travailler, j'en suis sûre. Parce que les gens ont tous envie d'acheter de l'art, les gens sont tous curieux et c'est ça qui est intéressant. Et puis il y a un autre regard. Quand on parle d'art, il y a une certaine agressivité qui tombe. On oublie le Covid, on oublie plein de choses. Tous les gens qui viendront me voir, on peut continuer la conversation à la galerie, 7 rue Vastourelle. Et en ce moment, j'ai une exposition très très belle de Youssef Koritchi. Et Anna Turi, qui est finlandaise, que j'ai découvert. Anna Turi, j'ai découvert au vernissage de Baselitz, en Finlande. Elle était invitée au dîner, j'ai eu le coup de foudre pour ce tableau. Et le lendemain, j'étais à son atelier et maintenant on travaille ensemble depuis 8 ans. Oui. Est-ce que vous vous entendez bien avec les artistes avec qui vous travaillez? Ah oui, toujours, c'est très important. Autrement, je ne peux pas. S'il n'y a pas d'affinité. Vous voyez, j'ai été invitée au mariage de Van Taylor à Naples. 3 jours de mariage, c'était génial. J'ai une famille. Je ne conçois les choses que dans l'amour. Enfin, oui, la générosité. Est-ce que vous avez un petit mot pour les gens qui vont vous écouter dans le podcast? Je leur dis bonjour, je vous attends. Venez nous voir. On vous attend les bras ouverts. On ne peut pas les embrasser, c'est interdit. Avec le masque. Mais le cœur y est. Le cœur y est. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je suis dans l'incendie. En fait, nous sommes là pour apporter assistance aux personnes qui ont les malaises. En attendant que les pompiers arrivent, on est là habilité pour faire les premières interventions du secourisme. Nous sommes là pour le public, justement pour les assister. Et ça nous permet aussi de voyager, de voir les tableaux. C'est pas mal comme exposition. Si au cas où, si ça vous plaît, si vous avez des sous, vous achetez le tableau qui vous plaît et voilà. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui d'être sur cette foire après quand même de longs mois, souvent coupés du public parfois? Un grand bonheur de pouvoir retravailler normalement et de pouvoir re-rencontrer les collectionneurs ou les amateurs. Stand C3, conversation avec le galeriste Jean-Pierre Richfisch, basé à Strasbourg, reconnu internationalement sur le marché de l'art brut. Et en plus, cette année, nous fêtons les 25 ans de la galerie. Mais un grand plaisir, vraiment. Pour une galerie d'art, quel est le bienfait de participer à la foire?
Alors dans un premier temps, ça conforte des gens qui ne vous connaissent pas en se disant tiens, il vient à la foire cette année, oui c'est un bon stand, mais je veux voir s'il va continuer l'année prochaine parce que les gens ne savent pas. Et deuxièmement, ça vous permet une ouverture vers de nouveaux clients parce que les personnes se parlent, tiens j'ai acheté ça, mais où chez Rich Fish, ah mais je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc ça permet une ouverture, d'élargir les clients. Tous les clients, tous les types de clients. Parce qu'il n'y a pas de clients importants par rapport à un autre. Il y a des clients, des amateurs, des collectionneurs, des gens qui achètent avec les yeux et non pas avec les oreilles. Et ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que l'art brut? Ou alors l'art brut, la définition, c'est Jean Dubuffet. C'est les artistes loin de tout conditionnement culturel et de conformisme social. Alors au début, on a mis les psychiatriques. Au départ, les hôpitaux psychiatriques, c'était des prisons. Alors on mettait les gens qui malheureusement étaient fous, la femme adultère, le gars qui avait un bec de lièvre, ça faisait un beau mélange. Et ces gens avaient une souffrance, même d'autres plus tard, qui n'ont pas été traités sous médicaments. Et ils exprimaient leur souffrance intérieure sur le papier, sur l'œuvre. Il y a aussi les médiumniques. Un esprit leur parle, il leur dit de faire comme Crépin, qui doit faire un certain nombre de peintures pour arrêter la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Tous ces gens qui sont un peu mis de côté, ça m'a intéressé fortement. Et j'ai voulu... Comme j'étais collectionneur de la figuration narrative, quand personne s'y intéressait, mais que j'étais un emmerdeur dans mes choix, je me suis dit, la rigueur que j'appliquais à ma collection, tu vas l'appliquer à ta galerie, que j'ai ouverte quand j'avais 46 ans, pour des raisons multiples et variées. Je ne pouvais pas l'ouvrir avant. Et je me suis dit, la rigueur que je me suis imposée, je vais l'imposer à l'art brut en me disant que ceux qui sont intéressés vont voir que j'ai la bonne œuvre, du bon artiste, de la bonne époque, de bon ceci, de bon cela. Ça a été un peu long. Mais à force, petit à petit, de bouche de druide à oreille de druide, comme ils disent dans Astérix, ça s'est répandu et je suis un petit peu devenu une référence. D'abord, hélas, reconnu à l'étranger, principalement, aux États-Unis, en Allemagne et en Suisse, et un petit peu plus tardivement en France, mais bon, l'important c'est que ça s'est fait. Quel est le déclencheur pour vous de vous passionner pour ce mouvement? Parce que j'ai eu des problèmes un petit peu qui ont affecté mon psychisme et ces œuvres m'ont parlé. J'ai senti une correspondance entre ce qui n'était pas bien dans ma tête à un moment. Mais je veux dire, et j'ai été en phase, en me disant, ces gens qui souffrent, ils ont droit à une meilleure représentation peut-être que ce qu'ils ont eu. Ils ne m'ont pas attendu, soyons clairs. Mais j'ai voulu faire. Et aussi parce que j'avais découvert, quand je collectionnais la figuration narrative, la donation Cordier. Et Cordier avait énormément d'œuvres données d'art brut. Et c'est là que j'ai découvert l'art brut. Et là, j'ai eu le choc, le déclic. Et voilà. Sur une œuvre en particulier? Michel Nedjar. Voilà, les poupées de Michel Nedjar, principalement. J'ai rencontré Nedjar, je les ai tous rencontrés. Tous. Tous ceux qui étaient vivants, évidemment. Et puis je me suis mis à rechercher, et voilà. Et les clients sont venus. Avant de repartir, balade dans les allées de la foire avec Guillaume Piens, directeur d'Art Paris Art Fair depuis 2011. Bonjour, bonjour. Est-ce que je peux juste faire une interview ici? Ça te dérange pas? Magnifique. Bon, c'est un peu à cause de vous tout ça, là, tout ce qui se passe aujourd'hui ici, tout ce capharnaüm. C'est à cause de moi et des autres d'ailleurs. On n'est jamais seul. Ben, ça se passe très bien. C'est un grand succès pour cette première ouverture d'Art Paris qui inaugure le Grand Palais. Donc c'est une énorme chance d'avoir pu être la seule foire physique au monde en septembre 2020. Oui, effectivement, on est un peu les premiers de la classe en ce moment. On a l'impression que c'est la foire qu'on a attendue de la rentrée. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pris sa véritable identité, en fait. Elle a une âme. Et aujourd'hui, c'est une foire qui, évidemment, a trouvé son propre positionnement, son ADN, à la fois régionale et cosmopolite, qui mixe les plus grosses galeries avec des galeries inconnues ou à découvrir. Donc, il y a tout ce mélange qui fait son intérêt, je pense. C'est cette liberté, en fait. Pas du tout être formaté. Vous êtes le directeur de la foire. En quoi consiste ce rôle tout au long de l'année ? Un directeur de foire, c'est comme un chef d'orchestre. En fait, c'est quelqu'un qui d'abord donne le ton, c'est-à-dire a une vision. Cette vision, je la poursuis depuis 2012, que j'ai appelée d'ailleurs poétiquement l'originalisme cosmopolite, c'est-à-dire l'idée de sortir des autoroutes de l'art contemporain, de faire une foire qui ressemble aux autres, d'aller plutôt explorer les départementales et les régionales que les autoroutes. Voilà, ça marche aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, Guillaume Piens, directeur de la foire, pour les 4-5 prochains jours ? Je pense qu'on peut souhaiter surtout de reprendre des forces parce qu'il y a une vague énorme de visiteurs, de sollicitations et c'est vrai que voilà, c'est des journées très rudes, mais je pense que déjà le pari est gagné en fait. Voilà. Mais je suis très content de voir le sourire des gens et malgré ces situations, voilà, il y a un désir d'art contemporain et c'est surtout une renaissance de Paris qui donne, à mon avis, ses talents.
Un grand merci à Guillaume Piens pour son accueil ainsi qu'à toutes les équipes de la foire. Rendez-vous en 2022 pour la prochaine édition d'Art Paris Art Fair, toujours au Grand Palais éphémère, mais qui retrouve l'année prochaine ses horaires de printemps, du 7 au 10 avril. D'ici là, les galeristes nous l'ont dit, ils se feront un plaisir de vous accueillir chez eux tout au long de l'année. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous sur Podcastix ou sur votre plateforme d'écoute préférée. La page de financement participatif Patreon est maintenant en ligne. Alors, si vous souhaitez soutenir le podcast, vous savez où aller. Le lien est disponible sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. À très vite pour de nouvelles visites.